Bonjour à tous, je suis Stéphane Papazoglou, juriste du premier mardi du CMAP et j'ai le plaisir de vous accueillir à la fois en ligne et en présentiel pour la reprise des mardis du CMAP. Aujourd'hui, le thème abordé est l'arbitrage accéléré, mythe ou réalité. Nous sommes alors honorés d'avoir parmi nous deux intervenants avec des profils variés qui présenteront un sujet assez intéressant en prospective. Donc, en effet, Catherine Schröder, spécialisée en arbitrage international, basée à Paris, elle agit en qualité d'arbitre et également en qualité de conseil. Donc, elle est de double nationalité, française et américaine. Elle a grandi dans un environnement multiculturel, ce qui l'a naturellement conduit vers le droit international et plus particulièrement l'arbitrage international. Elle est admise au barreau de Paris en 2005 et elle a débuté sa carrière au sein du cabinet d'arbitrage français Derens et Associés, que maintenant est nommé du cabinet Derens et Garavi, à compter de sa création en 2009. En cours de ces 18 années, Catherine a développé une expérience significative en arbitrage, ayant participé à plus de 60 procédures d'arbitrage en qualité d'arbitre, de conseil ou de secrétaire des tribunaux arbitraux, dans des procédures conduites sous l'égide d'institutions variées comme la CCI, l'AFA, le CMAP, la LCAE et d'autres institutions. Également dans des procédures ad hoc. Elle a intervenu dans des litiges commerciaux relatifs à des contrats de joint venture, de distribution, de licence, de vente et de services. Ces domaines de compétences couvrent également la propriété intellectuelle, la construction, l'énergie et les télécommunications. Catherine a décidé de créer son cabinet afin de pouvoir être parfaitement disponible pour agir comme un arbitre indépendant sans rencontrer de difficultés liées au conflit d'intérêts. Elle conseille également les parties ou intervient également comme une co-conseil dans des arbitrages commerciaux à toutes les phases de procédure. Elle propose des services flexibles et sur mesure en temps de temps et de coût afin de répondre aux besoins et attentes spécifiques de ses clients. Catherine a été élue membre du board de la Paris Arbitration Week en juillet 2023 pour un mandat de 3 ans. Bonjour Catherine, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Gabriel Ruscala est counsel du cabinet d'avocats Linde dans le département d'arbitrage international et résolution des litiges. Il a plus d'une décennie d'expérience dans l'arbitrage international et possède une vaste expérience des litiges complexes et de grande valeur dans le cadre de la plupart des institutions arbitrales, comme par exemple la ICC, la LCAA, UNCITRAL SEC et d'autres institutions, dans nombreuses lois applicables et des sièges arbitraux. Il a représenté des entreprises, des États et des entités publiques dans des arbitrages commerciaux internationaux et des arbitrages entre investisseurs et États, et a acquis une expertise spécifique dans les domaines de la construction, de l'énergie, du pétrole, du gaz, de la distribution, ainsi que la protection des investissements et du droit international public. Gabriel intervient également en tant que conseil dans des procédures contentieuses devant les juridictions françaises en matière d'annulation, de reconnaissance d'exécution des sentences arbitrales. Avant de rejoindre Linde, Gabriel était counsel de la Cour internationale d'arbitrage, de la CCI. Une partie de sa responsabilité consistait à gérer une équipe qui s'occupait de plus de 350 arbitrages internationaux, à examiner les sentences partielles et finales et à fournir des conseils neutres aux arbitres et aux parties sur plusieurs questions de procédure, comme par exemple sur la constitution des tribunaux arbitraux, les procédures d'arbitrage d'urgence et les questions juridictionnelles relatives aux arbitrages multiparties, multicontrats. Gabriel a précédemment occupé un poste de chercheur principal au sein du département de résolution des litiges et de droit international public de l'Institut Max Planck pour le droit procédural international, européen réglementaire. Plus tôt dans sa carrière, il travaillait en tant qu'associé dans le groupe d'arbitrage international d'un cabinet. Comment? Collaborateur. Ah oui, collaborateur dans le groupe d'arbitrage international d'un cabinet d'avocats international à Paris pour près de 3 ans. Gabriel est également professeur adjoint en droit des affaires, droit de l'homme et enseigne l'arbitrage commercial international et l'arbitrage d'investissement dans plusieurs universités à Madrid et à Paris. Et enfin, il est avocat à la Cour et enregistré en tant qu'avocat étranger en barreau de Bruxelles. Donc, Gabriel, merci d'être là. Merci. Donc, dernier, quelques points pratiques avant de pouvoir donner la parole à nos deux intervenants. Il y aura un temps réservé à la fin de la présentation pour poser des questions
soit dans le chat, soit en présentiel. Mais n'hésite pas à poser les questions que vous avez dans le chat et par rapport au temps qui nous reste, je les poserai à la fin. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez. Merci Stéphanie et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Stéphanie pour cette introduction et aussi un grand merci à toi et au CMAP pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui pour ces mardis du CMAP pour parler de la rapidité dans l'arbitrage avec mon ami et confrère Gabriele Ruscala. Et plus particulièrement parce que Gabriele et moi avons en effet eu l'occasion de discuter de ce sujet pour la première fois en 2017. Juste après l'introduction de la procédure accélérée dans le règlement CCI. Gabriele était à l'époque encore conseiller de la CCI et j'avais pour ma part rendu la première sentence CCI dans une procédure accélérée. Alors, il est fascinant de voir que ce sujet, quelques années après, est toujours d'actualité. Et effectivement, bien que la rapidité a toujours été présentée comme l'un des atouts principaux d'une procédure d'arbitrage, en comparaison plus particulièrement procédure devant les juridictions nationales, l'augmentation des délais, la complexification des procédures a été au cœur des préoccupations des praticiens de l'arbitrage depuis des années. Et la rapidité, ou plutôt le manque de rapidité, n'a cessé d'être l'objet de critiques, conduisant à l'introduction ou à la multiplication de techniques ou de procédures spécifiques, comme notamment l'arbitrage d'urgence et la procédure accélérée, et nous y reviendrons. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire avec Gabriele, c'est un tour d'horizon de ces différentes procédures existantes, évaluer les avantages et les inconvénients des uns et des autres pour déterminer si la rapidité dans l'arbitrage est effectivement un mythe ou une réalité. Nous serons ensuite évidemment ravis d'avoir vos avis et d'en débattre avec vous, comme Stéphanie l'indiquait à l'instant. Donc tout d'abord, je vais vous passer en revue quelques techniques qui sont proposées par le règlement d'arbitrage CCI à l'APADIS 4 du règlement d'arbitrage. Ce sont des techniques que le tribunal arbitral et les parties peuvent adopter dans une procédure, je dirais, dite classique pour essayer de diminuer la durée de l'arbitrage. Donc ces techniques sont assez connues, assez simples, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est la bifurcation de la procédure, ou la possibilité de rendre plusieurs sentences sur des questions clés. Ça peut être par exemple sur la compétence, sur la responsabilité. Alors ça permet évidemment d'éviter d'engager des frais et d'avoir une procédure trop longue si le tribunal arbitral se déclare finalement incompétent ou considère qu'il n'y a pas de responsabilité. Parmi les autres techniques figure également la possibilité de résoudre le litige sur pièce uniquement et donc se dispenser d'une audience. La possibilité de se dispenser ou de limiter la phase de production de documents ou de la même façon de limiter le nombre d'échanges, la longueur des écritures, le nombre de témoignages et de rapports d'experts. Ces éléments sont assez connus, ils ont d'ailleurs sans doute inspiré la procédure accélérée et ça nous y reviendrons également. Une autre option a été offerte pour essayer de réduire le champ des questions en litige et par là même donc d'avoir une résolution plus rapide du conflit. C'est la détermination rapide des demandes ou des défenses manifestement infondées. C'est un petit peu moins connu, c'est pourtant prévu parmi de nombreux règlements, donc la CCI, le SIAC, le règlement de Hong Kong, la LCIA, le règlement d'arbitrage de Stockholm. Mais ici, je vais me référer à la note aux parties et tribunaux arbitraux sur la conduite de l'arbitrage de la CCI, qui s'y réfère au paragraphe 109 et qui permet aux parties de demander au tribunal la détermination rapide d'une ou plusieurs demandes ou défenses au motif que ces demandes ou défenses sont manifestement dénuées de tout fondement ou qu'il est manifeste que celles-ci ne relèvent pas de la compétence du tribunal arbitral. Donc, si les parties font une telle demande, le tribunal a le pouvoir de décider ensuite de façon discrétionnaire de poursuivre la procédure en tenant compte évidemment de toutes les circonstances qu'il juge appropriées, l'étape de la procédure, la nécessité de satisfaire aux besoins d'efficacité en termes de temps et de coût. Le tribunal arbitral doit, dans un tel cas, s'il est fait droit à la demande, d'adopter des mesures procédurales après avoir consulté les parties. Et la décision est ensuite rendue le plus rapidement possible, il n'y a pas de délai fixe, sous forme d'ordonnance ou de sentence. Et il est précisé ici que la Cour examine la sentence dans un délai d'une semaine de sa réception par le secrétariat, si la décision prend la fin d'une sentence, ce qui est effectivement très rapide.
Une autre mesure existe dans le règlement CMAP qui permet également de gagner du temps pour résoudre un litige, c'est le recours à un tribunal arbitral préconstitué. Alors ça évite effectivement parfois de nombreux mois ou de nombreuses longueurs pour la constitution du tribunal arbitral. Il faut évidemment que les parties soient d'accord pour avoir recours à un tel tribunal, de ne pas choisir un arbitre. Donc, dans un tel cas, c'est prévu à l'article 34 du règlement CFAP. Il s'agit d'une procédure spéciale par laquelle un tribunal préconstitué interviendra pour résoudre un litige sur commun accord des parties. Le tribunal arbitral est préconstitué, composé de 3 arbitres titulaires ainsi que de 3 arbitres suppléants désignés en cas d'empêchement ou de récusation d'un ou plusieurs arbitres titulaires. La procédure ici, sauf dérogation par le tribunal arbitral, donne lieu à un seul échange de mémoire et de pièces, et le tribunal peut enjoindre aux parties de communiquer leur mémoire et leurs pièces dans un délai déterminé, et toutes les autres dispositions du règlement sont applicables. Enfin, je voudrais citer un même type de recours qui existe devant la Chambre arbitrale de Stockholm, un peu particulier ici parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'arbitrage, mais qui permet, je pense, une résolution néanmoins plus rapide du conflit éventuel, car on a recours ici à ce qu'ils appellent un neutral assessor pour évaluer toute question de fait ou de droit liés au litige. Et donc, ça permet soit de tester la position légale des parties avant l'introduction d'un arbitrage et donc d'éviter de soumettre aux arbitres des arguments qui seraient inopérants ou infondés, soit de résoudre rapidement un conflit ponctuel. Mais je n'irai pas dans les détails ici parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un arbitre qui est désigné, c'est un tiers qui est là pour aider les parties, mais cela nous permet une transition vers les techniques et des outils bien spécifiques qui ont été mis en place par les différentes institutions, et je laisserai donc les arbitrages d'urgence et les procédures accélérées, et je laisserai Gabriele vous présenter les arbitrages d'urgence. Merci. Merci Catherine, merci beaucoup à Stéphanie de nous avoir invités, à Catherine de nous avoir impliqués dans cette belle initiative. En effet, je vais mentionner 2 types de procédures d'arbitre d'urgence. La première procédure, c'est la procédure CCI, que je connais assez bien parce que, comme Stéphanie le disait, j'ai passé 5 ans de ma vie professionnelle à la cour d'arbitrage de la CCI, et après aussi la décision d'urgence ici dans l'institution CMAP. En ce qui concerne l'arbitrage d'urgence de la CCI, c'est une institution qui a été incluse dans le règlement de 2012. La motivation en fait de cette inclusion dans le règlement était que les parties voulaient effectivement rester dans le cadre de l'arbitrage pour tout ce qui était relatif aux mesures, aux demandes de mesures conservatoires, plutôt qu'aller devant les tribunaux étatiques, les juges étatiques. Et du coup, l'idée, effectivement, d'avoir une seule procédure sur les mesures conservatoires et une deuxième procédure, mais qui est liée à cette première procédure pour ce qui concerne les fonds, sans éviter le plus qu'on peut d'aller devant les juridictions étatiques pour demander des mesures conservatoires, par exemple devant le juge du référé ici en France. Du coup, la procédure d'arbitre d'urgence est réglementée par l'article 29 du règlement CCI, si on parle de l'arbitrage CCI, et l'appendice numéro 5 du règlement d'arbitrage. Alors, qui peut faire appel à l'arbitrage d'urgence? C'est toute partie qui sollicite des mesures provisoires ou conservatoires urgentes et qui ne peuvent pas attendre la constitution du tribunal d'arbitrage sur le fond. Alors, il y a une première condition qui est importante. Seules les parties qui ont signé les contrats, ou c'est plutôt la clause compromissoire, ou les parties qui ont succédé aux parties qui ont signé la clause, peuvent faire appel à la procédure d'urgence, d'arbitre d'urgence. C'est-à-dire que si on est par exemple dans une situation où on a deux parties A et B qui ont signé la convention d'arbitrage, mais on veut faire commencer l'arbitrage d'urgence par une partie C qui est par exemple la maison mère de la partie A, ce n'est pas possible.
On n'est pas dans une situation d'arbitrage complexe, multipartie. Ici, on est vraiment dans une situation où seules les parties qui ont signé les conventions d'arbitrage ou les parties qui ont succédé aux signataires peuvent commencer une procédure d'urgence. Les autres conditions. La requête doit être déposée au secrétariat et n'est recevable que si elle est reçue avant que les dossiers soient transmis au tribunal d'arbitrage sur les fonds et qu'une demande d'arbitrage a ou non été déposée. C'est-à-dire on peut effectivement avoir déjà une demande d'arbitrage qui a été déposée. Ce qui compte, c'est que le tribunal arbitral ne soit pas encore constitué avant que l'arbitre d'urgence puisse avoir lieu. Il peut ensuite être mis fin à la procédure d'urgence si le secrétariat n'a pas reçu la demande d'arbitrage dans les dossiers sur le fond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la requête d'arbitre d'urgence. Il y a des cas dans lesquels l'arbitrage d'urgence CCI ne peut pas s'appliquer. Et ça, c'est dans les cas où la convention d'arbitrage visant les règlements a été conclue avant le 1er janvier 2012, parce que les dispositions de l'arbitre d'urgence n'étaient pas présentes dans les règlements précédents. Si les parties ont décidé d'exclure les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence, ou si la convention d'arbitrage sur laquelle la requête est fondée découle d'un traité international d'investissement. La raison étant que les traités bilatéraux d'investissement sont signés par 2 États et qu'en revanche, la procédure arbitrale selon un traité bilatéral d'investissement est toujours commencée par un investisseur d'un des 2 États qui est parti au traité bilatéral. Et l'investisseur n'est pas forcément le signataire de la convention d'arbitrage et du coup ne peut pas commencer un arbitrage d'urgence. Il y a la possibilité de solliciter, selon les règlements CCI, l'octroi de mesures provisoires au conservatoire urgente auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d'une requête et même postérieurement s'il y a des circonstances qui s'y prêtent. Et une telle saisie ne vaut pas renonciation à la convention d'arbitrage, ce qu'en anglais on appelle le waiver à la clause d'arbitrage. Il faut quand même être attentif quand on est des conseils et être sûr que si on va devant des tribunaux étatiques pour des mesures conservatoires, ce qu'on essaye de réclamer devant ces juridictions étatiques est lié exclusivement à des mesures conservatoires et non pas au fond du dossier, parce que sinon on risque effectivement de donner la mauvaise impression qu'on veut renoncer à la convention d'arbitrage et au droit d'arbitrer ses propres demandes. Quelle est la procédure selon l'arbitrage d'urgence de la CCI? L'arbitre d'urgence est nommé par la Cour et on va discuter après des problématiques qu'on peut rencontrer dans la nomination d'un arbitre d'urgence. Mais une fois qu'il est nommé, elle est nommée, il y aura l'établissement du calendrier de procédure. Normalement, dans les 2 jours qui suivent la remise du dossier. L'arbitre d'urgence conduit la procédure de la manière qu'il estime appropriée, compte tenu de la nature et de l'urgence de la requête, avec la précision que dans tous les cas, l'arbitre d'urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue. Et on verra après aussi la difficulté assurer les due process dans une procédure qui est vraiment très très courte. L'ordonnance doit être motivée et rendue au plus tard dans les 15 jours de la date de remise du dossier à l'arbitre d'urgence. Il peut être bien évidemment prolongé ces délais s'il y a une raison, une circonstance vérifiée, soit par ex officio par l'arbitre d'urgence, soit sur demande d'une des parties, soit si par accord de 2 parties qui décident de prolonger la procédure parce que peut-être elles sont en train de négocier, même lors de la procédure d'arbitre d'urgence. Les tribunaux arbitraux qui sera saisi sur le fond n'est pas lié par la décision de l'arbitre d'urgence. Il faut modifier ou rapporter l'ordonnance ou lever les mesures ordonnées. Et bien évidemment, peut décider de modifier complètement la décision, par exemple, sur les coûts qui a été rendue par l'arbitre d'urgence.
La décision d'urgence du CMAP, qui est une procédure qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit des éléments qui sont assez similaires à l'arbitrage d'urgence de la CCI. Les décisions sollicitées par les parties sont rendues par un tiers décideur qui est neutre et indépendant. La décision est temporaire, qui, comme celle de l'arbitre d'urgence de la CCI, peut être contestée devant le juge étatique ou les tribunaux arbitrales saisis sur le fond. Et cette procédure peut être prévue lors de la conclusion du contrat ou en cours d'exécution du contrat à titre préventif, ou encore lors de la survenance de la difficulté, de la dispute entre deux parties. C'est un mécanisme, je trouve, le mécanisme d'arbitrage d'urgence de la CCI est un mécanisme contractuel, mais alors la procédure CMAP l'est encore plus, je trouve. C'est défini plusieurs fois, plusieurs reprises dans le règlement d'urgence, que c'est une décision, que c'est une procédure contractuelle, c'est-à-dire les parties doivent contracter à cette procédure, n'importe à quel moment de l'océan, mais ça reste quelque chose de contractuel. La désignation de l'institution apporte l'adhésion au règlement de la décision d'urgence, c'est-à-dire que le seul fait de mettre une clause CMAP dans les contrats peut signifier que les parties ont effectivement décidé de faire appel à la décision d'urgence si les circonstances les amènent à faire ça. Et ceci importe la rénonciation à juger les juges des référés ou toute autre juridiction aux fins d'obtenir une mesure provisoire ou conservatoire, sauf pour demander d'ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, est aussi sauf de demander les paiements provisionnels du montant objet de la décision, et encore dans l'hypothèse où seule une juridiction étatique aurait le pouvoir d'accorder la mesure demandée, par exemple les saisies conservatoires, mais il y a tout type il y a autre type de mesures, et là ça dépend vraiment du type de mesures que les parties recherchent, qui peuvent être plus efficaces si elles sont demandées effectivement devant le tribunal étatique plutôt que devant un arbitre international. La décision doit intervenir dans les 28 jours après la date de nomination de la décision du décideur d'urgence, délai qui peut être prolongé par la commission d'office ou à la demande du parti ou du tiers décideur. Voilà. Il y a d'autres règlements qui prévoient bien évidemment l'arbitrage d'urgence. Il y a par exemple le SIAC, qui est le Singapore International Arbitration Center. Il y a aussi l'LCIA, la London Court of International Arbitration. Il y a l'arbitrage d'urgence prévu par la Stockholm Chamber of Commerce. Plus ou moins, il prévoit tous ces règlements, les mêmes dispositions qui sont prévues par les deux institutions que je viens d'analyser. On pourra en discuter après, mais voilà, je pense qu'il faut pas, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes ces institutions et tous les règlements. Peut-être la seule chose qui est intéressante, c'est juste de noter que dans l'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm, le délai est seulement de 5 jours. Oui. Contrairement aux autres institutions qui sont généralement entre 14 et 15 jours. Là, c'est un délai très, très, très court, mais on y reviendra sans doute. Oui, exactement. Donc, moi, je vais vous parler maintenant des procédures accélérées qui ont été adoptées à peu près dans tous les règlements. Tout d'abord, l'article 36 du règlement CMAP. C'est un article qui est assez succinct, mais qui permet la mise en œuvre d'une procédure accélérée à la demande des parties. La procédure ici est organisée par le tribunal arbitral qui peut imposer des délais pour lui permettre de prononcer sa sentence dans les 3 mois de sa saisine par le secrétariat. Pour ça, le règlement prévoit qu'un seul échange de mémoire et de pièces est en principe accordé par le tribunal, sauf dérogation. Et une fois encore, le tribunal peut enjoindre aux parties de communiquer leurs pièces et leur mémoire dans un délai déterminé. Ici, ce qui est intéressant de noter
dans cette procédure accélérée du règlement CMAP, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum qui est imposé pour avoir recours à cette procédure et que l'on parle d'avoir recours au tribunal arbitral. Donc, ça en principe un tribunal composé de 3 arbitres, mais nous y reviendrons également. Il y a ensuite l'article 30 du règlement CCI ainsi que la PADIS 6 des règles relatives à la procédure accélérée. Sur la procédure accélérée, elle a été créée en 2017 par le règlement CCI et révisée en janvier 2021. Ce qui a fait que les conditions d'application ont un petit peu évolué, notamment le montant, puisqu'il y a un montant minimum pour que le règlement des procédures accélérées s'impose aux parties. C'est-à-dire que à partir de 2021, pour toutes les conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er janvier 2021, tous les litiges dont le montant est inférieur à 3 millions de dollars seront soumis automatiquement à la procédure accélérée, sauf si les parties décident d'exclure cette procédure accélérée. Et pour toutes les procédures dont la convention d'arbitrage a été conclue entre le 1er mars 2017 et le 1er janvier 2021, le montant en litige est ici de 2 millions de dollars américains. La procédure ici est un peu adaptée également, puisque contrairement à la procédure classique, il n'y a pas besoin de faire un acte de mission. La conférence sur la gestion de la procédure doit être faite dans les 15 jours de la remise du dossier à l'arbitre. Et l'arbitre peut adopter également ici, à sa discrétion, les mesures procédurales qu'il juge appropriées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir consulté les parties, l'arbitre peut ici décider de ne pas autoriser tout ce que j'évoquais au début de cette intervention, c'est-à-dire décider de ne pas autoriser ou de limiter les demandes de production de documents, de limiter le nombre ou la longueur des écritures, ainsi que des déclarations écrites. Il peut également décider de statuer uniquement sur pièce et qu'il n'y aura donc pas d'audience. Le délai pour rendre la sentence est ici de 6 mois à compter de la signature de l'acte de mission. Pas à compter de la signature de l'acte de mission, puisque précisément il n'y a pas d'acte de mission, à compter de la date de la conférence de gestion de la procédure. Il faut prendre en considération dans ces 6 mois le fait que la Cour révisera le projet de sentence, comme pour tout projet de sentence. Et en réalité, il s'agit donc pour l'arbitre plutôt d'un délai de 5 mois pour rendre sa sentence. Ici, dans le règlement CCI, c'est généralement un arbitre unique. Et le règlement prévoit d'ailleurs également que la Cour pourra décider qu'un arbitre unique interviendra malgré un accord dans la convention d'arbitrage pour avoir recours à 3 arbitres. Ça, c'est l'objet de débat aussi, on en reparlera tout à l'heure. C'est une particularité du règlement CCI. Les autres règlements prévoient également des procédures accélérées, le SIAC, donc comme mentionnait tout à l'heure Gabriele, là impose un montant minimum pour que les litiges soient soumis à cette procédure de 6 millions de dollars singapouriens, qui est environ 4,5 millions de dollars américains. Les parties doivent être d'accord pour se soumettre à une procédure accélérée, évidemment, et il doit être justifié d'une extrême urgence. Et dans ce cas, le secrétariat peut réduire toutes les limitations de temps et le tribunal décider que la sentence sera rendue sur le fondement aussi des seules écritures. C'est généralement également un arbitre unique et la sentence est rendue également dans les 6 mois. Nous avons ensuite le règlement de la Chambre de Stockholm qui prévoit, qui a des règles particulières, les Expedited Arbitration Rules, créés en 2007. Ici, la requête d'arbitrage en réalité équivaut à la demande d'arbitrage et la réponse à la requête équivaut à un mémoire en réponse. Et il y a généralement un échange supplémentaire qui est prévu, qui doivent être très brefs et qui sont soumis dans un délai de 15 jours. Et le délai pour rendre la sentence est ici de 3 mois. Donc encore une fois, des délais assez courts avec le règlement SCC. Il n'y a pas de montant minimum non plus dans ce règlement, ça c'est important à noter. Et enfin, la LCA, elle ne prévoit pas de procédure accélérée, mais a recours aux outils qu'on mentionnait un peu tout à l'heure, donc la dispense de témoignages écrits, oraux, la possibilité de décider à quel stade de la procédure doivent être décidées des questions en litige, la dispense d'audience, etc. Donc on voit qu'en réalité, dans ces procédures accélérées, les délais sont beaucoup plus courts, il y a moins de phases en principe, et beaucoup plus de liberté pour adopter la procédure, qu'il y a du côté de l'arbitre aussi qui peut imposer beaucoup plus une façon de
procéder dans la procédure. Donc maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça répond aux attentes des utilisateurs de l'arbitrage? Nous allons essayer d'évaluer les inconvénients et les avantages des techniques que nous venons de passer en revue. Et Gabriele, je te laisse commencer avec les premières techniques que nous avons étudiées tout à l'heure. Merci. Alors, je vais donner quelques, comment dire, mon point de vue par rapport à les quatre techniques que Catherine a mentionnées au début de sa présentation, et notamment la bifurcation, la dispense d'audience et la résolution du litige sur pièce uniquement, la dispense de la phase de production de documents et aussi la limitation du nombre d'échanges ou de la longueur des écritures. Alors, en ce qui concerne la bifurcation, comme Catherine le mentionnait au début de sa présentation, on peut avoir une bifurcation, on peut avoir une trifurcation, quatre bifurcations, je ne sais pas si ça. Enfin, on peut effectivement diviser, les arbitres peuvent décider sur demande de partie de diviser la procédure en plusieurs phases qui peut être par exemple une phase qui peut impliquer une phase sur la compétence, une phase sur la responsabilité, une phase sur les dommages, mais on peut avoir autant de phases qu'on veut si les parties sont d'accord ou si le tribunal estime nécessaire. C'est une pratique qui est très utilisée dans les arbitrages d'investissement où il y a toujours un problème relatif ou une question posée, une objection posée par la partie échangeresse sur la compétence du tribunal arbitral. La compétence du tribunal arbitral en arbitrage d'investissement est très spécifique au terme du traité bilatéral, aussi au terme de la situation dans laquelle les parties se retrouvent en ce qui concerne les limitations temporelles, les limitations de standing of issue de la partie de Mantes, etc. Du coup, c'est une phase qui peut être très importante et c'est pour cette raison que cette phase est le plus souvent détachée en fait de la phase principale sur les fonds. On peut avoir aussi une bifurcation, voire plusieurs phases des procédures dans des arbitrages commerciaux très complexes, où par exemple on a beaucoup de parties qui sont impliquées dans la procédure. Pas toutes les parties ont signé la convention d'arbitrage, et du coup ça se pose vraiment un problème sur quelles sont les véritables parties à l'arbitrage et est-ce qu'il est nécessaire de décider en amont la compétence du tribunal arbitral sur toutes ces parties ou sur tous les contrats qui font partie de la procédure d'arbitrage avant d'analyser les fonds du litige. Je me souviens à la CCI, je trouvais que c'était un peu une coutume d'avoir ce type de procédures séparées, surtout dans les affaires de propriété intellectuelle, où on a effectivement une question de compétence, une question de responsabilité et après une question de dommages, qui sont des sections des phases assez séparées qui peuvent être décidées en plusieurs étapes. La question de la bifurcation, la décision de bifurquer une procédure peut être à double tranchant. Alors, soit la procédure devient plus efficace et moins coûteuse, soit elle devient beaucoup plus chère et beaucoup plus longue. Et c'est précisément pour cette raison que le tribunal arbitral doit être très attentif lorsqu'il décide si la bifurcation est appropriée ou non à une procédure particulière. Il y a des guidelines qui sont donnés aux tribunaux arbitraux afin de décider si effectivement il y a si la bifurcation est appropriée ou pas pour une procédure spécifique. Et alors déjà, les tribunaux arbitraux doivent vérifier si la phase bifurquée pourrait entraîner ou pas la fin de la procédure arbitrale. C'est-à-dire, le tribunal arbitral doit se poser une question devant une demande de bifurcation et doit se dire, OK, si je décide par exemple d'avoir une première phase sur la compétence et une deuxième phase sur les fonds, est-ce que la décision que je prends sur la compétence pourrait entraîner la fin de la procédure arbitrale? Si la réponse est positive, alors il y a effectivement il y a presque un besoin de décider décider dans l'affirmative d'appliquer
la bifurcation. Si la décision est négative, il faudra vérifier, le tribunal arbitral devra vérifier les autres conditions pour l'application de la bifurcation ou pas. Le deuxième élément à considérer est si la bifurcation pourrait conduire à des répétitions inutiles et à des coûts qui sont exagérés en fait. Alors, ça peut arriver par exemple qu'on a des affaires où les questions qui se posent par exemple pour la première phase, la compétence, ne doivent pas se poser pour la deuxième phase, par exemple les fonds. Et alors, si le tribunal arbitral est sûr qu'il n'y a pas une répétition de demandes, une répétition d'arguments de la part de parties, il pourra décider de diviser les deux phases, ce qui entraînerait effectivement une procédure plus efficace où il n'y aura pas de répétition. En revanche, il y a des situations, et restons dans l'exemple par exemple de la compétence, de la décision de la compétence et la décision sur les fonds, il y a des situations où pour décider de la compétence du tribunal arbitral, le tribunal arbitral même doit analyser des questions de fond, doit analyser des questions par exemple juridiques sur la structure même d'une des parties à l'arbitrage. Par exemple, si on est dans le cas d'une joint venture et la question se pose si les deux membres du joint venture sont partis à l'arbitrage ou pas, même s'ils n'ont pas signé la convention d'arbitrage. Si par exemple on doit se plonger dans l'étude et dans l'analyse du droit applicable à la question de savoir si les deux membres de la joint venture sont effectivement signataires ou pas de la convention d'arbitrage, alors à ce moment-là, on se plonge peut-être un peu trop dans les fonds du dossier, ce qui devrait amener peut-être au tribunal arbitral de décider que la bifurcation n'est pas forcément efficace dans les cas en l'espèce. Mais on a plusieurs exemples qui pourraient effectivement amener le tribunal arbitral à décider de prendre une seule décision dans la sentence finale, car les questions qui se poseraient dans la première phase et les questions qui se poseraient dans la deuxième phase sont extrêmement connectées, extrêmement... c'est un mot anglais qui est utilisé souvent pour parler des bifurcations intertwined, qui sont vraiment liées, mais extrêmement liées en fait, entre elles. Le deuxième outil dont on avait parlé, c'était la dispense de l'audience et la solution du litige sur pièce uniquement. Alors, c'est un vaste sujet. Il est impossible, je pense, si on est dans des procédures de common law, par exemple, ou si on a une des parties qui vient d'une des juridictions où le common law est applicable, je trouve que c'est presque impossible de demander à cette partie de ne pas avoir une audience. Alors, si on est dans un cas, dans le cadre de la procédure accélérée de la CCI, par exemple, le parti, en décidant de pouvoir être soumise à la procédure accélérée, implicitement donne au tribunal arbitral l'autorité de décider que l'audience peut être pas nécessaire pour les dossiers spécifiques. Et c'est le cas dans plusieurs procédures accélérées, par exemple, selon le règlement de la CCI. Souvent, on a les tribunaux arbitraux qui décident de ne pas tenir une audience dans ce type de procédure. Ce n'est pas forcément le cas quand la partie qui veut une audience insiste pour que cette audience aille lieu. Alors, s'il y a une première demande, le tribunal arbitral peut dire non. S'il y a une deuxième demande, le tribunal arbitral peut continuer à dire non. Mais si la partie insiste, le tribunal arbitral est censé donner le droit à la partie qui le demande de tenir une audience. Tu parles dans une procédure accélérée? Oui. En théorie, si on lit le règlement, il n'est pas censé autoriser nécessairement les parties à tenir une audience. Mais je crois que c'est toujours difficile pour l'arbitre, en tout cas quand les deux parties, évidemment,
le Ouais, demande ça. de dispenser d'une audience, quand l'une des parties le demande dans le cadre d'une procédure accélérée, je crois que l'arbitre devrait, s'il est convaincu que l'audience n'est pas nécessaire, Ouais. dispenser d'audience. Oui, Sinon, ce qui arrive. on revient à une procédure classique, Oui, et c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais c'est en réalité tout le problème de ces procédures, c'est qu'il faut vraiment une coopération des parties, oui. et elles ont toujours du mal à finalement voir la procédure changer, évoluer, malgré des critiques sur la longueur de la procédure. Bien sûr. Mais je pense que s'il y a une demande, une requête d'une des parties, le tribunal arbitral peut effectivement dire non, répondre dans le négatif. En revanche, s'il y a une insistance de la part de la partie, d'une des parties, à mon avis, le tribunal arbitral devrait se poser la question. Mais cela dépend aussi d'où on est en tant que siège d'arbitrage. Si on est dans si l'arbitrage siège dans une juridiction qui est favorable à l'arbitrage, et qui donne plein pouvoir aux arbitres, alors là, on est en toute autorité de dire, OK, je refuse cette possibilité. Si on est en revanche, si l'arbitrage siège dans une juridiction qui est un peu plus conservatrice et qui n'est pas forcément très favorable à l'arbitrage, il faudrait se poser la question sur est-ce que la partie va éventuellement demander une annulation de la sentence à cause du fait qu'il n'y a pas eu de due process. Je n'ai pas pu m'exprimer comme je voulais, je n'ai pas pu exprimer ma position à l'écrit et à l'oral, etc. Mais du coup, ça dépend. Tu as tout à fait raison, mais je crois que ça dépend aussi, en tout cas pour l'arbitre, des raisons que Bien la sûr, partie va la partie invoquer va invoquer. pour insister sur la tenue d'une audience. Oui. Absolument. Et c'est la même chose pour l'arbitrage d'urgence. En réalité, quand l'arbitrage d'urgence a été mis en place à la CCI, l'idée n'était pas du tout d'avoir une audience. Cependant, dans les 15 jours pendant lesquels l'arbitre d'urgence doit rendre la décision, et Catherine en est un exemple, parce que je me souviens que dans plusieurs arbitrages d'urgence que tu as fait en tant qu'arbitre, les parties tombent devant Dans la majorité. Dans la majorité. Dans la majorité Le des cas, elles vont assister pour avoir une audience, et c'est vrai que ça laisse des délais après extrêmement courts. De 48 heures. De 48 heures pour prendre une décision. Évidemment, il y a du travail qui est fait en amont, mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, les parties sont dans un contexte qui est très différent, mais souvent elles veulent présenter tout le contexte du litige, etc. Et elles insistent pour avoir une audience. Et je dis pas que c'est inutile, simplement les délais sont extrêmement serrés pour la tenue de cette audience. Et l'autre question, si on reste toujours dans la question de la dispense de l'audience, l'autre question qu'on peut se poser, c'est à la fin de ces procédures qui ne prévoient pas, et ça c'est arrivé à moi personnellement, les procédures qui ne prévoient pas une audience, parce que on est dans un cadre de procédure accélérée, etc. Mais l'arbitre, à la fin des échanges, des écritures sur le fond, l'arbitre se rend compte qu'il a encore des questions et que les mémoires des parties n'ont pas forcément répondu à tous les doutes que l'arbitre avait sur certaines questions. Du coup, on est dans une situation où l'arbitre avait presque honte à demander de tenir une audience. Et ce qu'il a fait, c'est d'envoyer une liste de questions. Je pense que c'était environ 40 questions aux parties, ce qui a posé un problème parce qu'en fait, les parties se sont rendues compte que l'appel de l'audience aurait été plus efficace de cette technique de liste de questions qui a en vérité demandé aux parties la préparation d'un nouveau mémoire, en fait, plus ou moins. Que l'arbitre n'était pas très préparé non plus. Non, moi je pense que non, mais ça c'est au début j'avais réagi de la même façon. Après c'était un arbitrage CCI. Après en fait je m'étais rendu compte que les mémoires de parties initiales, les deux échanges de mémoires sur le fond, étaient vraiment très pauvres. C'est-à-dire qu'effectivement il n'y avait pas la position des parties n'était pas très bien expliquée. Les questions n'était pas forcément développé d'une façon nécessaire pour l'arbitre de comprendre les fonds du litige. Le troisième outil, c'est la distance de la phase de production de documents. Alors, la phase de production de documents est devenue un cauchemar à l'arbitrage. Et là, à nouveau, on a, je trouve, une sorte de clash entre les juridictions de common law et les arbitres qui sont
éduqués dans ces juridictions et les juridictions de civil law. Dans les juridictions de common law, la production de documents est essentielle. C'est une phase on ne peut pas faire sans, en fait. C'est juste, on a besoin de la phase de production de documents. Et si on propose à des arbitres anglais ou américains de disposer en fait de cette phase de production de documents, la réponse sera toujours la même, c'est négatif. Surtout si de l'autre côté, on a une partie anglaise ou américaine qui demande effectivement cette phase de production de documents. En Europe continentale, la situation est un peu différente, c'est-à-dire les arbitres proposent toujours d'avoir une phase de production de documents dans les calendriers de procédure, mais la réponse, je trouve, toujours la même, c'est assez cohérent. Les arbitres continentaux disent toujours OK pour la phase de production de documents, mais ça doit être limité et au strict nécessaire, en fait. On ne doit pas se retrouver dans une procédure de disclosure à l'américaine où on a 10 millions de demandes et les arbitres vont passer des années et des années pour décider en fait si un document est essentiel ou pas à la procédure. Cependant, cette phase peut être essentielle en fait pour les parties. Du coup, il ne faut pas forcément disposer de la phase de production de documents, mais il faut l'encadrer très bien. Et ça, c'est les arbitres qui peuvent le faire. C'est pas les parties. Les parties ont toujours la tendance à proposer des choses qui sont soit irréalisables, soit trop, en fait, qui sont trop loin les uns des autres. En fait, la défenderesse peut proposer quelque chose qui est trop distant de ce qui propose la défenderesse. Et la seule autorité en fait pour essayer d'encadrer cette procédure de phase de production des documents est les tribunaux arbitraux, qui doit dicter des règles strictes, mais nécessaires pour que cette phase ne devienne pas impossible à gérer. Peut-être aussi éviter qu'elle soit standardisée, c'est-à-dire nécessairement inclus dans un calendrier de procédure. Exactement. Peut-être que c'est préférable pour les parties et les arbitres d'en discuter après le premier échange ou de voir si c'est nécessaire, enfin, d'avoir une discussion à ce sujet plutôt que de la mettre automatiquement dans un calendrier de procédure et se rendre compte que des mois sont perdus si elle n'est pas utilisée, par exemple. Alors, après, on peut toujours réadapter la procédure, mais on se rend bien compte qu'avec les calendriers des uns et des autres, c'est toujours plus compliqué. Oui, et surtout, en fait, de ne pas être rigide par rapport à l'étape dans laquelle cette phase de production peut être insérée. Parce que, traditionnellement, la phase de production de documents est insérée entre le premier et le deuxième échange des mémoires sur les fonds. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Mais ce n'est pas toujours approprié. On a des affaires, par exemple, où la phase de production de documents peut arriver tout à la fin de l'échange de mémoire. Cela est typique, par exemple, des procédures en Angleterre, où on a les échanges de mémoire, les échanges de rapports d'experts, les échanges de témoins, et à la fin, on a la phase de production de documents, ou sinon, entre les échanges de mémoire sur les fonds et les échanges de rapports d'expertise. On a d'autres affaires où il est considérablement nécessaire d'avoir la phase de production des documents au tout début de la procédure. Et ça, moi, je suis en ce moment, il y a une affaire dans laquelle nous, on est défendeurs et les demandeurs ont déposé une demande d'arbitrage qui est vraiment très, très pauvre. Et dans ces demandes d'arbitrage, il n'y a pas assez d'éléments pour que les défendeurs puissent répondre de façon appropriée. Et du coup, on se retrouve en fait dans une situation où soit on demande au tribunal arbitral de rejeter complètement les demandes parce qu'elles ne sont pas encore prêtes pour être déposées à l'arbitrage, soit on voit bien que peut-être la partie demanderesse essaye de cacher quelque chose, et du coup d'exposer une partie de sa position sans trop dire parce qu'il y a peut-être des problèmes. Et c'est à ce moment-là où une phase de production de documents au tout début de la procédure peut être nécessaire, parce que à ce moment-là, on va demander à la partie demanderesse effectivement de produire tous les documents qui seraient nécessaires pour la partie défenderesse pour répondre aux allégations qui sont un peu cachées de la partie demanderesse.
Et ça dépend aussi de la vision de l'arbitre sur la production de documents. Bien sûr. Parce que souvent, on considère que les demandes les documents demandés ne viennent pas au soutien de la position de la partie qui la demande, mais au contraire, doivent venir au soutien, dans d'autres cas, du demandeur. Oui. Et pas pour toi Ouais. te permettre d'étayer tes Non, bien arguments. sûr, bien sûr. Donc Et c'est très compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est que l'autre partie, en fait, n'a pas forcément amené des preuves qui soutient sa propre position. Du coup, pour nous, c'est très compliqué de répondre de façon appropriée. C'est pour ça que peut-être une phase de production de documents au tout début pourrait assister en fait les parties, parce qu'il faut aussi savoir que la phase de production de documents d'un côté sert, comme Catherine l'a dit, à soutenir les positions de la partie qui effectivement, ou les arguments de la partie qui expriment une certaine position, mais elle est aussi matérielle à la résolution du litige. C'est-à-dire que la pièce qui est produite peut se révéler importante et matérielle aussi pour le tribunal arbitral, parce que sur la base de cette pièce, le tribunal arbitral pourra comprendre si la position d'une partie est, a du succès ou pas, est fondée ou pas. Quatrième et dernier point, c'est la limitation du nombre d'échanges et la longueur des écritures. Alors, quand j'étais à la CCI, j'étais favorable à ce type de mesure. Aujourd'hui, en tant que conseil, je suis complètement défavorable à ce type de mesure. Je comprends que dans certaines situations, comme par exemple les procédures accélérées, ces types de mesures peuvent être nécessaires. Cela dit, dans des procédures normales, c'est les conseils et les parties qui connaissent leur dossier. C'est les conseils et les parties qui savent combien de pages en mémoire doit être long pour expliquer leur position, pour amener leurs arguments, etc., pour défendre la position de la partie. C'est les seuls qui connaissent vraiment les dossiers. C'est plus que les arbitres, plus que les institutions, en fait. Les arbitres et les institutions ne sont pas forcément au courant de tous les détails, qui parfois sont des détails techniques et qui demandent plusieurs pages pour être expliqués. À mon avis, c'est les parties qui doivent... Mais ça vaut aussi pour la procédure accélérée dans ce cas-là, l'argument. Oui, moi je suis effectivement... Donc ça revient bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les parties auront une véritable difficulté sur ça. Et moi, je l'ai expérimenté dans une procédure accélérée où on avait prévu qu'il y aurait 2 échanges de mémoire. Les parties étaient d'accord pour qu'on ait une limitation de pages de 40 pages pour le premier échange de mémoire et de 10 pages pour le second. Mais en réalité, je reprends mes notes là, elles m'ont soumis dans le premier échange de mémoire plus de 20 pièces ou 35 pièces d'un côté comme de l'autre, plus de 40 legal authorities et des rapports d'experts contenant une trentaine d'annexes et des witness statements qui contenaient plus de 90 annexes aussi. Ça, c'était dans le premier échange. Et dans le deuxième échange, qui était donc limité à 10 pages, j'ai eu deux témoignages, 2 rapports d'experts avec plus de à nouveau 30 exhibits à chaque fois, annexes à chaque fois. Bien. Donc, même si on essaie d'imposer une limitation de pages et on se rend compte que les parties ont souvent du mal, probablement pour la raison que tu décris, mais ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que souvent les parties ne saisissent pas que les arbitres ont compris les points essentiels du dossier, en tout cas après le premier échange, et que peut-être, au moins pour le deuxième, les arbitres souhaitent que les parties ne reviennent pas sur tous les arguments qu'elles ont déjà lus une fois et qu'elles se concentrent sur les questions qui intéressent l'arbitre, en fait. Oui. Et c'est là où il y a peut-être un échange entre les arbitres et les parties qui devrait avoir lieu plus fréquemment, en fait, plutôt que de se retrouver à l'audience avec beaucoup d'échanges de mémoire entre les parties et l'audience qui fait en fait, qui joue le rôle de synthèse, en fait. Oui, mais pour ça, par exemple, pour essayer d'éviter de ne pas répéter les arguments dans les différentes mémoires qui sont déposées par les parties, il y a une solution, et c'est la solution de mémoire consolidée, en fait.
C'est-à-dire que si on a un mémoire en demande de 100 pages, Ce qui est le cas devant les juridictions françaises, d'ailleurs. exactement. Le mémoire en réponse, du coup, de la même partie qui sera en réponse aux demandes en réponse, sera consolidé par rapport à la première soumission qui a été déposée par la même partie. C'est-à-dire qu'on ne va pas répéter à nouveau tous les nouveaux arguments et ajouter des autres, mais les deux mémoires seront consolidées. Parfois, il y a même un track changes pour les tribunaux arbitraux de voir exactement ce qui a été changé par rapport au premier mémoire. Et Oui, c'est les réponses finalement aux arguments de Exactement, l'autre partie de l'autre partie. en gardant la structure initiale. Exactement. Et cela permet à la fin de la procédure d'avoir un seul mémoire auquel pour chaque partie, auquel les tribunaux arbitrales peuvent se référer dans sa décision. Mais c'est aussi parce que si on continue en fait à voir imposer certaines pratiques et qui sont de plus en plus modélées, toujours les mêmes pour chaque type d'arbitrage, à toutes les parties, etc., on risque que les parties, à la fin de l'histoire, ils vont se dire, bah, nous, on décide d'aller vers l'arbitrage et on conseille à nos parties d'aller vers l'arbitrage parce que l'arbitrage est flexible. Si on a de plus en plus de limitations qui sont un peu typiques des juridictions étatiques, bah, on va directement devant les juridictions étatiques qui peut-être sont moins chères, etc. Et je pense qu'il faut laisser aux parties et au conseil de parties une certaine flexibilité quant à la présentation de leur mémoire. Ce qu'on peut faire en revanche, et ça on le voit de plus en plus dans les dossiers, c'est la limitation du nombre de pages pour certaines de mémoires de parties. Alors pas forcément sur les mémoires principales, principaux sur les fonds. Et on a par exemple les mémoires avant audience et post-audience. C'est qu'en anglais, avant audience sont les written opening submissions. Du coup, c'est vraiment la présentation de la part de parties au tribunal arbitral de tous les arguments qui ont été inclus dans les mémoires sur les fonds, dans les expert reports et dans les témoignages, par exemple. Une sorte de résumé de tout ce que les parties vont après élaborer dans les audiences. Et la même chose, c'est pour les post-hearing briefs, du coup pour les mémoires post-audience, où effectivement il y a parfois la nécessité de limiter le nombre de pages. Mais alors pour ces deux types de demandes, il y a peut-être lieu à imposer une limitation quant au nombre de pages. Mais pour les autres, pour le reste, moi je suis extrêmement contraire. On n'a pas forcément le même avis, mais c'est pas grave. Tu veux dire un mot sur les déterminations rapides des demandes? Oui, du coup, c'est les déterminations rapides des demandes ou de défense manifestement infondées. C'est un outil qui est assez connu par les arbitres, mais qui est très peu utilisé. Par exemple, si on regarde les statistiques SIAC entre 2016 et 2022, on a 52 demandes de parties, la moitié jugées recevables, et 10 seulement ont été accordées. Et en ce qui concerne la SCIA, on a 30 demandes, 8 ont été accordées seulement sur 30. Alors, il y a des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est que cet outil permet d'évaluer force et faiblesse du dossier, permet aux parties de se concentrer et recentrer sur les questions et les difficultés que les tribunaux arbitraux considèrent utiles. Il peut conduire les parties à transiger dans les meilleurs cas. Alors, il y a aussi les mauvaises langues qui disent ça permet tout de suite, ou ça impose au tribunal arbitral d'examiner les dossiers depuis tout le début de la procédure. Mais ça, c'est vraiment les très mauvaises langues. Les inconvénients, il y a effectivement un risque de voir les arbitres décider sur les demandes sans que celles-ci puissent ensuite être examinées lorsque les tribunaux arbitraux auront une vision plus large du dossier. Et présent les risques qui est, à mon avis, fondé, qu'on leur reproche de ne pas avoir respecté l'équité entre les parties, ce qu'on appelle le due process paranoia en arbitrage. Ce qui est aussi important à noter, c'est que la détermination rapide de demande peut aussi avoir les risques de
ne pas en fait, mais c'est ce que j'ai dit, mais juste pour reformuler, les tribunaux arbitrales au tout début de la procédure, alors oui, on peut leur lui demander effectivement d'examiner le dossier, etc. Ça ne sera jamais possible pour les tribunaux arbitrales d'avoir une vision complète et développée du dossier, comme à la fin, quand il prendra la décision finale. Du coup, je parlais des mauvaises langues, mais pour moi, ce que je cherche dans un tribunal arbitral, ce n'est pas forcément qu'il ouvre et qu'il fasse ses devoirs depuis le tout début de la procédure et qu'ils étudient toutes les cartes depuis le début de la procédure. Ce que je m'attends, c'est que la solution finale, que la sentence finale soit une sentence exécutable est un bon résultat de la procédure arbitrale. Tu veux dire que tu n'es pas une mauvaise langue? Non, je ne suis pas une mauvaise langue, je ne pourrais pas l'être. Mais et du coup, à mon avis, il faut vraiment, les tribunaux arbitrales doivent vraiment avoir les outils nécessaires pour décider si une détermination rapide est appropriée ou pas. Et les demandes qui sont soulevées par les parties pour une détermination rapide doivent, à mon avis, être extrêmement restreintes. Et ne devraient pas forcément rentrer vraiment dans les fonds du litige, simplement parce que le tribunal arbitral n'aura pas assez d'éléments pour prendre les bonnes ou les décisions appropriées sur ce point. Alors maintenant, sur les décisions d'urgence, donc d'abord sur la décision d'urgence du CMAP qu'on a vu tout à l'heure, comme tu le disais, Gabriele, ce qui est important dans cette décision, c'est que c'est un véritable mécanisme contractuel. Il faut l'accord des deux parties pour engager une telle procédure. Donc je crois que ça, c'est un point qui est important parce que c'est un outil qui sera efficace à partir du moment où les deux parties sont d'accord pour y avoir recours. Et effectivement, s'il n'y a pas de convention qui prévoit le recours à cette procédure, le dossier sera clos si le défendeur ne répond pas dans les 3 jours après avoir été informé du recours à cette procédure. Et de la même façon, si le paiement intégral des provisions n'est pas effectué, la procédure ne sera pas lancée. En revanche, si les deux parties sont d'accord, c'est un outil qui est efficace car il permettra aux parties de continuer leur relation contractuelle et puis de voir résoudre un point de litige dans un délai assez court puisque c'est 28 jours. Le seul petit bémol que je donnerai ici, c'est sur le tiers décideur, mais ça peut-être que Stéphanie pourra nous renseigner tout à l'heure. Qui est-il? Comment il est sélectionné? Est-ce que c'est un arbitre? Dans quelle ville s'est-il choisi? C'est pas une procédure auquel j'ai eu recours, donc j'en sais pas tellement plus, mais je suis sûre que tu pourras nous éclairer. Sur l'arbitrage d'urgence, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, donc dans la procédure CCI, les avantages, ils sont assez connus. Hein. C'est de la même façon un délai très court pour obtenir une décision. On a vu que dans la majorité des institutions, c'était 15 jours, 5 jours avec le règlement SCC. Moi, je trouve que c'est un argument, une procédure qui est assez efficace pour préserver les droits d'une partie. Dans les cas que j'ai rencontrés, c'est souvent des demandes pour préserver le statu quo ou le restaurer. Le degré d'urgence est généralement assez élevé. D'ailleurs, dans le règlement CCI, on demande, enfin, le prérequis, c'est qu'on peut attendre la constitution du tribunal arbitral. Ça peut également être un test, en fait, pour une partie, pour évaluer ses chances de succès. Et ça peut, et je crois que ça conduit souvent les parties à transiger. Donc ça peut être un outil aussi efficace pour éviter d'avoir un arbitrage sur le fond. Ça a un intérêt pour les parties aussi en termes de confidentialité quand les litiges sont sensibles et permet aussi aux parties de ne pas avoir recours à la loi locale et d'aller devant les juridictions. L'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de conséquences lourdes, à mon sens, sur l'issue du litige, puisque l'ordonnance elle peut être rétractée ou modifiée ou annulée par le tribunal arbitral sur le fond. D'ailleurs, devant le SIAC, elle cesse même de lier les parties et le tribunal si celui-ci n'est pas constitué 90 jours après la remise de l'ordonnance. Donc, il y a un délai très court ici. Maintenant, sur les inconvénients, je crois que c'est comment faire exécuter les mesures si elles ne sont pas exécutées spontanément par les parties. Même si la loi locale permet une exécution forcée, est-ce que le temps de l'obtenir, ça risque pas de faire perdre le bénéfice de l'ordonnance?
la même façon, alors ce n'est pas le cas dans les arbitrages CCI, mais si c'est une sentence qui est rendue, il y a un processus qui est un peu plus long et puis il y a des recours qui peuvent aller contre la sentence. Donc là aussi, ça pose un problème de temps et d'exécution. Je ne sais pas si tu as des choses que tu veux ajouter sur l'arbitrage d'urgence. Oui, juste quelques points. D'un point de vue institutionnel, du coup, si je repense à mon expérience quand j'étais à la CCI, je pense que les deux difficultés majeures étaient d'un côté les délais très brefs pour la nomination de l'arbitre d'urgence, qui est du moment où on reçoit en fait dans l'institution le paiement des honoraires d'arbitre et de l'institution. On a 48 heures pour nommer quelqu'un qui soit adapté à la procédure. Alors, quand vous vous retrouvez avec... Normalement, dans mon expérience, les arbitrages d'urgence ne sont pas du tout faciles, ne sont pas du tout simples, ne sont pas du tout straightforward. Normalement, on a des parties qui sont des usagers de l'arbitrage, du coup, qui peuvent créer des conflits, avec des conseils qui sont très expérimentés, qui peuvent créer des conflits. La matière est très souvent technique. Du coup, il faut chercher quelqu'un qui a capacité de gérer un arbitrage d'urgence. On a besoin de quelqu'un qui ne soit pas forcément très expérimenté. On cherche plutôt quelqu'un qui est assez jeune, flexible, et en même temps, on a besoin de quelqu'un qui a une expérience dans la gestion de la procédure assez développée. Parce qu'il faut gérer quelqu'un, il faut gérer des parties et des conseils Pour qui sont... imposer ce qu'on disait tout à l'heure, avec des Exactement, délais. exactement, il faut se faire respecter, etc. Du coup, les profils de la personne est souvent compliqué à trouver. La CCI, elle arrive toujours, par exemple, à trouver les candidats, mais ce n'est pas un exercice facile. Et le deuxième exercice difficile, c'est l'examen de l'ordonnance, du projet d'ordonnance de l'arbitre. Alors là, ce n'est pas prévu par le règlement, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est une coutume qui s'est instaurée. Du coup, avant que la décision, que l'ordonnance de l'arbitre soit envoyée par l'arbitre même aux parties, l'institution revoit le projet d'ordonnance. Ça, ce qui réduit aussi le temps des arbitres. Exactement. Et là, on se retrouve dans une difficulté. Alors, l'arbitre a la difficulté de devoir considérer ce timing avant de pouvoir l'envoyer aux parties. L'institution aussi se retrouve à devoir revoir, analyser, examiner vite fait une ordonnance qui parfois peut faire aussi 40, 50, 60, 70 pages en quelques heures. Et là, c'est toute la difficulté pour la CCI, pour l'institution en général, d'aller vérifier l'ordonnance, de repérer les points où il y a, par exemple, soit une erreur, soit un problème de structure, soit un problème de motivation, etc. Parce qu'il faut savoir que l'ordonnance, selon l'arbitrage d'urgence CCI, est une ordonnance motivée. Du coup, c'est une ordonnance qui, comme je disais, parfois est très, très, très longue. Si on regarde de la perspective du Conseil, je dois admettre que parfois, les candidats qui est choisi par l'institution, peut-être dû au court délai, au bref délai entre le paiement et la nomination de l'arbitre, n'est pas forcément le candidat idéal. Parce que parfois c'est compliqué de trouver le candidat idéal et du coup que parfois on se retrouve avec des arbitres qui ne sont pas forcément expérimentés dans les secteurs de l'arbitrage. Et alors, Peut-être que c'est la disponibilité qui exactement, pose, exactement, parce que la disponibilité c'est très important. 15 jours, 15 jours très intenses pour l'arbitre et où il faut dégager de son calendrier beaucoup de priorités. Et c'est là aussi, c'est la balance de tous les éléments qui doivent être pris en compte. Du coup, on se retrouve à, comme je disais avant, avoir besoin de quelqu'un d'expérimenté, mais pas trop expérimenté, de flexible, mais pas trop flexible. Et du coup, à la fin de l'histoire, c'est effectivement un exercice très compliqué. Mais bon, si on est dans des secteurs comme le secteur de la construction, gas price review, dans des secteurs qui sont très, très, très techniques et compliqués, on a parfois envie d'avoir quelqu'un qui soit un peu expert dans les domaines. La décision en soi, parfois la motivation en soi reste un peu superficielle.
Mais là aussi, c'est pas une critique contre l'arbitre, c'est une critique plutôt contre la procédure en soi, en général. On se retrouve parfois dans une situation où la motivation n'est pas si développée qu'on voudrait. C'est vrai que c'est un exercice difficile pour l'arbitre parce que c'est un des critères, c'est de ne pas préjuger du fond du litige. Ouais, Donc, il faut prendre exactement. une décision, la motiver sans rentrer dans le fond du litige. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus complexe Ouais. dans le prononcé de l'ordonnance de l'arbitrage d'urgence. Oui, parce qu'en même temps, en fait, une des conditions de l'arbitre d'urgence, c'est aussi de voir la chance de succès de la partie sur le fond, sans forcément devoir. C'est extrêmement compliqué. Aussi, je trouvais parfois, dans mon expérience, le manque de courage de la part de certains arbitres de prendre des décisions qui sont des décisions claires. Parfois, parce que les arbitres, dans ce type de procédure, ils essayent de maintenir une sorte d'équilibre entre les parties et du coup, ils ne veulent pas forcément s'exposer avec des décisions qui sont peut-être un peu plus nettes, un peu plus claires. Mais alors, cela entraîne quelque chose qui est très, très négatif pour les parties, qui est l'interprétation de la décision même de l'arbitre d'urgence. Du coup, parfois, on se retrouve devant les tribunaux arbitraux sur les fonds avec une demanderesse qui dit l'arbitre d'urgence a dit A et la défenderesse qui dit l'arbitre d'urgence a dit B. Et si on s'extrait de la procédure, on essaie d'être le plus neutre possible, on vérifie la situation et on peut se dire, effectivement, l'arbitre a dit A et B. Et c'est difficile pour l'interprétation de deux parties devant des tribunaux sur les fonds, mais à nouveau, c'est les fruits d'un exercice très complexe et pas forcément le fruit d'un mauvais travail de la part de l'arbitre. De toute façon, il appartiendra au tribunal après De décider. de décider comme lui l'entend avec les éléments qu'il a en sa Exactement. possession qui seront voilà, plus conséquents que ce qu'a l'arbitre d'urgence a Oui. priori. Oui, bien sûr. Mais c'est là peut-être où l'exercice et c'est peut-être le calendrier de la procédure pourrait être révisé d'une façon ou de l'autre, mais c'est peut-être là où le contrôle de l'institution pourrait être essentiel. C'est-à-dire une fois que le projet d'ordonnance est reçu par l'institution pourrait peut-être se concentrer sur la vérification d'éventuelles contradictions dans la décision de l'arbitre d'urgence pour éviter tout type d'interprétation contraire des parties devant les tribunaux sur les fonds. Et après, comme Catherine le disait, on a une difficulté concernant les processus d'exécution de l'ordonnance. Mais ça, à mon avis, c'est assez limité, car je pense que dans la plupart des situations, les parties se conforment à la décision des arbitres d'urgence, ou au moins c'était ça au tout début, dans les premières 50 procédures d'urgence de la CCI. Je pense qu'il y avait des statistiques. La majorité des parties avaient effectivement s'étaient conformées aux décisions des arbitres. Et j'ai lu aussi que pour le CMAP, il y avait des juristes d'entreprise qui avaient dit exactement la même chose, c'est-à-dire on veut se conformer à la décision de l'arbitre d'urgence, car de toute façon, on va commencer une procédure sur les fonds et on ne veut pas que les juges ou l'arbitre puissent nous regarder comme la partie défaillante qui ne s'est pas conformée à l'arbitrage. Si on passe à la procédure accélérée, on a là aussi des avantages et des inconvénients. En ce qui concerne les avantages, la contrainte du montant à litige, du coup, comme Catherine le disait, c'est 3 millions le montant en dessous duquel on peut, effectivement commencer une procédure d'arbitrage accélérée. La contrainte est positive pour obliger les parties effectivement à réduire les délais. Et il y a aussi une possibilité d'opt-out si les parties les souhaitent de la procédure accélérée. C'est une procédure qui est flexible, qui est rapide tout au long de la procédure. Comme Catherine le disait, il peut y avoir une limitation du nombre d'écritures, de la longueur, l'étendue des témoignages et des rapports d'experts, la distance de la production des documents, la possibilité de dispense d'audience.
qui, comme on a vu avant, peut entamer des problèmes du process, mais cela dépend de la décision des arbitres. Il y a une rapidité dès le commencement de la procédure. La constitution du tribunal arbitral est rapide, surtout quand il y a déjà dans la convention d'arbitrage, quand un arbitre unique est désigné pour résoudre les litiges. Il y a la dispense de l'acte d'émission. À mon avis, et là aussi je vais être un peu critique de cet acte d'émission, devrait être dispensé dans tout type de procédure, y compris les procédures normales, sauf des cas exceptionnels, mais c'est un processus qui demande beaucoup de temps et beaucoup de discussions entre les parties et les arbitres. Il y a une conférence d'organisation de la gestion de la procédure moins de 15 jours après la réception du dossier par l'arbitre unique. Et il y a une rapidité dans l'obtention de la sentence. On a 6 mois pour la CCI, on a 3 mois pour le CMA. Et les coûts sont moins élevés pour les parties. Effectivement, on a une réduction d'environ 20% surtout pour les arbitrages de la CCI. Quels sont les inconvénients? Alors, en ce qui concerne la procédure CMAP, on a une imprécision quant à la constitution du tribunal arbitral, mais peut-être Stéphanie pourra... Enfin, je crois que le règlement parle bien d'un tribunal arbitral. De 3. Il ne prévoit pas forcément le recours à un arbitre unique. De la même façon, il ne prévoit pas un montant minimum. Donc, mais du coup, si on a un tribunal arbitral constitué par trois arbitres, on peut se retrouver dans une situation où la constitution du tribunal même peut être un peu plus longue, les coûts d'arbitrage peut être un peu plus élevés que si on avait par exemple un tribunal constitué par un arbitre unique. je crois aussi, excuse-moi, je rajoute un point. Là où ça peut rendre la procédure plus difficile, c'est de rendre une décision en 3 mois qui fasse l'objet d'un consensus avec 3 arbitres. C'est vrai que c'est un délai qui est assez court, sachant que là aussi, il y a la révision par le secrétariat du CMAP, donc qui réduit aussi le temps. Donc ça c'est peut-être mais ça vaut pour toutes les institutions, les délais de relecture et de révision des projets de sentence devraient peut-être être exclus de ces délais, parce que là, quand on est un tribunal arbitral de 3, rendre une décision dans les 3 mois en comptant les échanges de mémoire des parties, c'est vrai que c'est assez challenging. Mais c'est la même chose pour la CCI, parce qu'effectivement, on a 6 mois, mais en réalité, c'est 5 mois. Dans la note, on dit qu'au bout de 5 mois, il faut rendre le projet de décision. Donc, c'est la même chose, mais ça, c'est pour la procédure accélérée. Oui, exactement. Mais pour la procédure accélérée, si on regarde d'autres inconvénients, si on regarde les points de vue institutionnels, si je repense à mon expérience, il y a 2 problèmes, à mon avis, à l'interne des institutions. D'un côté, c'est la constitution du tribunal arbitral, surtout quand il y a des questions de opt-in, quand il y a des questions d'opt-out, quand il y a des questions quand la clause d'arbitrage prévoit 3 arbitres, mais que par règlement de la CCI, si on est dans une procédure accélérée, on a un arbitre unique, mais qu'une des parties objecte à la nomination d'un arbitre unique. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les procédures? Alors la CCI a des procédures très détaillées et des pratiques très détaillées, et à la fin, il y a toujours la solution. Mais c'est parfois un peu plus long, cette solution, et ce n'est pas la faute de l'institution, c'est qu'on se retrouve dans une situation où malheureusement on doit justifier de décider quelque chose qui va contre ce que les parties avaient décidé dans la convention d'arbitrage. Même si, là, et à mon avis c'est correct, même si en théorie, du moment où les parties ont inclus le règlement CCI dans leur convention d'arbitrage dans le contrat, si c'est le règlement CCI après le 1er janvier 2021 ou même après le 1er mars 2017, elles savent très bien que ces règlements incluent aussi la procédure accélérée qui prévoit que si il y a toutes les conditions appliquées au dossier pour la procédure accélérée, le tribunal arbitral sera constitué par un seul arbitre et non pas par 3 arbitres. Donc c'est une sorte de acceptation implicite
que les parties font au moment de la rédaction du contrat, Ouais, même si c'est aussi dans leur convention d'arbitrage, elle précise malgré tout la nomination de 3 arbitres. C'est là où on a une contradiction entre le Oui, bien sûr. règlement et la convention oui, d'arbitrage. mais ce que la CCI a toujours fait, c'est qu'elle va nommer un tribunal d'une seule personne en fait, Un arbitre unique, oui. un arbitre unique. Après, ça Et peut c'est là aussi la avoir des, contradiction. voilà, des difficultés Bien sûr. aussi. Et là aussi, ça dépend d'où on est, quel est le lieu Exactement. d'arbitrage. Il y a eu des sentences annulées Ouais, à l'étranger. ouais, c'est quoi la loi applicable à la convention d'arbitrage, etc. Et après, comme on a déjà discuté, à mon avis, c'est les temps très brefs pour l'examen de la sentence à la fin de la procédure, parce que on demande à l'arbitre de nous envoyer la sentence un mois avant. Du coup, l'arbitre a juste 5 mois sur 6 pour rédiger la sentence, mais l'institution a juste 1 semaine et demie, 10 jours, 2 semaines pour réviser la sentence, ce qui parfois n'est pas assez pour un examen complet. Alors que je pense que la CCI respecte toujours ces délais, mais c'est quand même des temps très brefs, très courts. Et si on regarde la question d'un point de vue des conseils, à mon avis, il faut vraiment bien connaître l'affaire avant de proposer à son propre client de s'engager dans une procédure accélérée, par exemple, avant de proposer un opt-in dans la procédure accélérée, car les limites sont nombreuses et parfois elles sont complètement incompatibles avec les éléments de l'affaire. C'est-à-dire, si on a un arbitrage complexe, alors, il y a des gens qui vous diront oui, il y a toujours la possibilité de faire même une procédure accélérée pour des arbitrages très complexes et procéduralement et sur les fonds. Moi, j'ai toujours un peu du mal à penser qu'en 6 mois, on peut résoudre des questions qui sont très techniques, très complexes dans des matières qui sont qui demandent parfois du temps pour être analysées et pour que le tribunal arbitral puisse rendre une bonne sentence exécutable. Et le deuxième point aussi, les conseils, c'est de connaître aussi bien son propre client. Parce que les clients peuvent être attirés par des délais qui sont très courts. Les clients peuvent être attirés par des coûts qui sont beaucoup plus bas. 20%, ce n'est pas rien. Mais il faut bien expliquer aux clients que si on rentre dans les tunnels de la procédure accélérée, on ne peut pas créer des incidents de procédure. C'est-à-dire, on ne pourra pas demander chaque fois un nouveau délai pour une nouvelle soumission. On ne pourra pas demander un cours de procédure si cela n'a pas été prévu au tout début de la procédure, une phase de production de documents à l'anglaise, par exemple. On doit conseiller à son client, OK, on rentre dans les tunnels de la procédure accélérée. Si tu parles de tunnel, tes clients vont jamais vouloir rentrer dans la procédure accélérée. On rentre dans cette procédure accélérée. Pour moi, tunnel, ça veut dire qu'après, il faut Oui, le tunnel. y rester, en fait. Il faut être très rigide. Mais si on décide ça, après, il faut respecter les limites de cette procédure et on ne pourra pas y échapper, en fait. Un petit mot pour conclure, je ne suis pas sûre qu'on ait le même point de vue sur les procédures accélérées, mais moi je suis très en faveur de ces procédures pour l'avoir expérimenté plusieurs fois. Je trouve que dans l'ensemble c'est très efficace. J'ai fait des opt-in, des opt-out, pas d'opt-out, mais plutôt des opt-in. Je pense qu'à partir du moment où les parties sont prêtes à coopérer, les arbitres, si c'est un tribunal constitué de 3 arbitres, sont prêts également à travailler efficacement, rapidement, délibérer, rédiger vite. Si finalement tous les acteurs, les institutions, les parties et les arbitres font un effort, je crois qu'on peut arriver à un résultat beaucoup plus efficace. C'est pas adapté à toutes les procédures, ça j'en suis tout à fait consciente, mais je crois que quand on peut, il faut le conseiller aux parties. Et si on veut des arbitrages plus rapides, parce qu'en réalité, je ne sais pas si on peut répondre à la question de mytho-réalité, mais je ne crois pas que ça soit une réalité complète. Et si on veut pouvoir dire un jour que l'arbitrage est rapide, il faut que les uns et les autres soient prêts à faire des concessions quand c'est possible, évidemment.
Oui, je suis complètement d'accord. Mais je ne suis pas contre la procédure accélérée. Non, non, j'ai bien compris. C'est un tunnel. Mais non, il faut juste choisir, à mon avis, les bons procédures qui peuvent effectivement rentrer dans ce type de cadre. Tout à fait, c'est pas adapté à toutes les procédures, encore une fois. Exactement. Merci beaucoup. Alors, deux points juste avant que je passe à la question que m'a eu sur le chat. Bien évidemment, vous êtes aussi libre de poser les questions que vous souhaiterez. Donc, les deux points, c'était sur le tiers décideur. Donc, à mon expérience, que je suis un an au CNAP, je n'ai pas vu une procédure avec un tiers décideur, mais comment ça se passe en théorie au CNAP? C'est en choisissant par exemple liste d'arbitres, on a une centaine de listes d'arbitres, on a bien deviné, et c'est la commission d'arbitrage qui est composée par 6 membres qui vont confirmer et valider la constitution de cette tiers décideur. Donc voilà les informations que j'ai sur ce point-là. Sur le deuxième point, sur le tribunal arbitral qui est prévu dans le règlement d'arbitrage du CNAP et arbitrage accéléré, nous se référons sur un tribunal arbitral qui est soit composé par 3 arbitres, soit par un arbitre unique. C'est vrai que c'est une notion un peu vague et pas très déterminée, mais on laisse le choix aux parties de décider ce qu'ils souhaitent mettre comme tribunal. Soit c'est prévu dans la clause d'arbitrage, soit ce n'est pas prévu, ils pourront décider soit 3 arbitres, soit un arbitre unique. On a eu un arbitrage accéléré avec 3 arbitres et c'était sur l'accord des parties, donc on l'a appliqué. Mais nous, comme centre, on est là pour protéger la célérité de l'arbitrage, donc on propose plutôt un arbitre unique pour des raisons des coûts et pour des raisons d'efficacité de la sentence. Donc voilà, un autre point que je souhaiterais aussi ajouter, c'est vrai que le délai est court, 3 mois, aussi une révision, donc 2 mois de rendre la sentence aussi. On l'a expérimenté ensemble. Exactement, mais on a un article dans notre règlement qui prévoit que le tribunal arbitral ou l'arbitre unique pourrait à leur propre initiative demander la prolongation du délai d'arbitrage, et c'est la commission d'arbitrage qui tranche. C'est vrai, mais c'est pas l'objectif quand on est dans une procédure accélérée a priori. Donc, il faut respecter les délais, bien évidemment, mais si nécessaire pour la sécurité, ils peuvent demander et nous, on peut l'accorder. Et les parties peuvent également demander une prolongation de délai d'arbitrage. Donc voilà, sur ces deux points-là. On a juste une question sur le chat par Khalid, donc je vais la lire. Dans une procédure accélérée, l'arbitre a-t-il le droit d'allonger le calendrier quand il estime que son travail va prendre plus de temps, notamment avant les audiences? Les parties peuvent mobiliser des moyens dans des temps courts et respecter le calendrier, mais cela peut entraîner des mémoires assez volumineux. Dans ce cas, l'arbitre peut se retrouver face à un montagne de travail. A-t-il le droit d'allonger ce délai? en réalité, l'arbitre peut demander à l'institution une prolongation du délai et il doit justifier sa demande pour obtenir cette prolongation. C'est pas l'objectif, encore une fois. Il est censé rentrer dans le cadre, dans le temps qui lui est imparti. C'est pour ça que c'est important pour l'arbitre de bien fixer au départ les limites, le cadre de la procédure, pour pas se retrouver justement dans une situation comme celle-ci où il va se retrouver avec des montagnes de et je l'ai expérimenté, des montagnes de documents qui n'étaient pas prévus. Donc il faut bien anticiper tout ça pour pas avoir à se retrouver devant l'institution et demander à rallonger le délai pour rendre sa sentence. Ouais, je pense que d'un point de vue d'institution, s'il y a les conditions pour l'extension du délai, par exemple, la CCI extendrait le délai. Je veux dire, s'il est clair que le tribunal arbitral s'est retrouvé avec des mémoires qui sont énormes, de pièces qui sont beaucoup plus nombreuses qu'attendues, etc., l'institution le fait. Je pense que c'est le cas au CMAP aussi. Ouais, je pense que c'est la même chose. Oui, moi j'aurais une question. Je parle bien plutôt dans la vallée du tunnel. On va laisser de côté. Mais ce que je décèle en fait, c'est que la rapidité, elle semble quand même introduire une certaine forme d'imprévisibilité.
dans certains cas pour les parties, même si ça se résout en échange avec l'institution et qu'on trouve des solutions s'il y a une demande de prolongation de délai ou autre, et que ça peut venir des parties ou de l'arbitre. Je me questionne sur en fait, le rôle que pourrait jouer l'institution pour affiner éventuellement les critères d'exclusion des procédures accélérées pour pouvoir en fait rediriger des procédures qui finalement ne sont pas adaptées en fait à une méthode accélérée et risquent de mettre en difficulté les arbitres, mettre en difficulté l'institution et en exposer sa notoriété, voire même aboutir à des risques d'annulation. Est-ce que là, il n'y a pas un rôle nécessaire à jouer en plus pour l'institution pour affiner les critères de l'entreprise? Oui, c'est le cas de la CCI, mais je vais laisser répondre. Non, vas-y. Non, mais je crois que je crois que l'institution peut jouer un rôle et dans le cadre de la CCI, elle peut décider que les circonstances ne sont plus adaptées à une procédure accélérée. Ne sont plus adaptés. Ne sont Oui. plus adaptées. Donc décider qu'on revient dans une procédure classique. Ouais, c'est vous. Voilà. J'ai compris votre. Mais je me suis posé exactement la même question quand j'étais à la CCI. Je me disais comment c'est possible. Est-ce qu'on a des outils pour vérifier au tout début de la procédure si une procédure est adaptable ou pas? Et je me disais surtout, est-ce que les montants en litige, parce qu'en fait, la première condition est le montant en litige. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Effectivement, c'est insuffisant parce que le montant en litige, ça veut rien dire. On a parfois des procédures. C'est pas toujours C'est révélateur. pas toujours révélateur. On a parfois des procédures à 200 000 euros qui sont extrêmement complexes parce que l'une des parties n'est pas représentée, parce que le conseil n'est pas familier à l'arbitrage, etc. Mais c'est la seule, à mon avis, au tout début de la procédure, après avoir réfléchi pendant longtemps, c'est les seuls éléments qu'on a pour décider si une procédure apparaît être complexe ou pas et apparaît être adaptable ou pas à la procédure accélérée. Comme Catherine le disait après, en cours de procédure, on peut toujours regarder s'il y a la possibilité de garder la procédure effectivement en tant qu'accélérée ou de l'extraire. Les problèmes étant que quand les parties commencent, et surtout quand la partie qui a voulu la procédure accélérée commence une procédure et les tribunaux arbitrales et l'institution accordent effectivement à la partie que la procédure soit accélérée, changer en cours de procédure tous les mécanismes peut devenir très difficile, peut heurter effectivement la position de la partie, surtout de la partie qui voulait absolument la procédure accélérée. Ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas combien de procédures ont été converties d'accéléré à traditionnel dans les institutions. Ça, je n'ai pas de. Mais c'est vrai, c'est une question très pertinente. Mais néanmoins, est-ce que vous avez pu dégager avec le recul et les années d'expérience, parce que le fast track, c'est quand même, c'est pas si ancien que ça. Donc peut-être qu'après, on a acquis un certain recul pour se rendre compte que de manière récurrente, il y a des secteurs peut-être ou des types de contentieux où il semblerait voilà, que ce soit normal et on n'arrive pas à dégager. À mon avis, c'est pas possible. C'est pas parce que chaque arbitrage a ses propres caractéristiques. On peut être dans la construction, par exemple. Dans la construction, on a des questions qui sont extrêmement faciles. Pas extrêmement faciles, mais extrêmement traditionnelles, en tout cas plus faciles à décider en 6 mois. Et après, on a des questions extrêmement techniques qu'on ne pourra pas décider en 6 mois. Ça dépend du nombre de demandes des parties. Si on a des dossiers avec 320 demandes d'une partie, on ne pourra pas rester dans les 6 mois. Si on a 2 demandes, même si une des 2 demandes est complexe, on pourra le faire. Ça dépend vraiment de... Et c'est pour ça que c'est impossible, exempter, c'est dire cette procédure peut être accélérée ou pas. Mais c'est un outil important, le fait que les institutions prévoient ce type de tir. Comme Catherine le disait, c'est important parce que ça, au moins, ça pousse les parties à réfléchir, parce que c'est les parties qui ne veulent pas forcément de la rapidité, c'est pas les tribunaux arbitraux et l'institution, c'est les parties qui parfois éteignent les procédures. Et avec la procédure accélérée, on est forcé en fait de réfléchir à la rapidité, en termes rapides, en termes efficaces. Je me pose une question subsidiaire, et j'en terminerai là. Bon, est-ce qu'on peut quand même avoir un aperçu des motifs récurrents d'annulation de sentence qui résultent en fait de ces processus accélérés? Est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent, qui nous permettraient en fait vraiment d'affiner
notre pratique des procédures accélérées pour gagner en visibilité pour les parties? Ou est-ce qu'il y a peu d'annulation finalement pour pouvoir avoir cet aperçu? À mon avis, alors, je ne connais pas les chiffres, mais il n'y a pas. Je pense que les institutions, quand ils ont inclus les règlements accélérés dans leurs outils, s'attendaient à beaucoup plus. Ils avaient peur de beaucoup plus d'annulation. Ce n'est pas le cas. Parce que, à nouveau, il y a une sorte les tribunaux étatiques sont le plus souvent en faveur de l'arbitrage, ou prennent des décisions qui sont pro-arbitrage, surtout si on est dans certaines juridictions. La France en est un exemple, par exemple. Et même dans d'autres juridictions en Europe, en Amérique, etc. Je pense que c'est pas. En fait, c'est les degrés comment dire, les conditions pour annulation de sentence ne peuvent pas être remplies que si on est dans une procédure, dans un cadre de procédure accélérée. Il faudrait que la constitution du tribunal arbitral soit manifestement erronée. Il faudrait que la sentence arbitrale soit manifestement pas motivée. Tout ce c'est très difficile en fait à rencontrer dans la procédure. Mais si, à mon avis, après, à nouveau, je n'ai pas une analyse complète du sujet, mais si on doit mentionner deux raisons d'annulation, on pourrait avoir d'un côté effectivement la mauvaise constitution du tribunal arbitral, mais à nouveau dans des juridictions qui soit ne sont pas familières à l'arbitrage, soit sont contraires à l'arbitrage. J'avais une deuxième point qui était... C'était du due process. Ah ouais, exactement, le due process. Le due process, du coup, une des parties qui soutient ne pas avoir eu assez de temps ou assez d'opportunités pour présenter leur proposition. Mais alors là, c'est très, très compliqué. Hein. Là, à ces moments-là, le threshold, ça doit vraiment être élevé. On doit vraiment pouvoir montrer qu'on n'a pas du tout eu la possibilité de présenter ses propres propositions, ce qui est très étonnant. Pas de possibilité de... Je crois que quand le règlement le prévoit, que Ouais. l'arbitre peut, qu'il peut y avoir une dispense d'audience, je crois que c'est pas un argument ensuite que les parties peuvent Ouais. utiliser pour essayer d'annuler la sentence. Des bifurcations, est-ce qu'elles sont contestables ou pas par les parties? Les décisions de bifurcation. La bifurcation est souvent demandée par les parties. C'est Donc, particulièrement, c'est pas de leur propre chef que les arbitres. non. D'accord. Non, moi j'ai jamais vu Ouais. le cas. Ce sera toujours l'objet d'une discussion, en tout cas entre les parties et l'arbitre. Oui, parce que c'est normalement une des parties qui demande la bifurcation, l'autre subject. Mais à mon avis, ça peut pas donner lieu à une annulation de sentence. Vous diriez que la majorité dans les procédures accélérées d'urgence comprennent quand même une audience? Oui. Oui. De mon point de vue, avec l'expérience que j'en ai eue, oui. Je ne sais pas si toi, de ton côté, si tu voyais plus. Oui, alors, peut-être 50-50, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus de ce qu'on s'attendait, en fait. En tout cas, je dirais que c'est rare que les parties ne le demandent pas. Ouais. Et dans ces cas, j'imagine, c'est essentiellement le plaidoirie des conseils, des parties. Dans l'arbitrage d'urgence, oui, parce qu'il n'y a pas de recours des experts et des témoins. Dans le cas d'une procédure accélérée, pour un arbitrage d'urgence, moi, j'en ai jamais vu. Nous, on a eu, moi j'en ai eu en tant que conseil, on a eu un témoignage, mais après, il n'y a pas eu d'audience. Voilà. Non, donc, je ne crois pas que l'audience puisse être consacrée dans un arbitrage d'urgence. L'interrogation de témoins, même s'il y en a, pour la procédure accélérée, oui, il peut y avoir effectivement des experts et des témoins, et là, les parties veulent pouvoir les interroger. On a une autre question. On n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut clôturer
maintenant, si Absolument. une question sera répondue. Donc, de toute manière, le technique a bien été donc, je reste mardi et je remercie encore une fois Catherine et Gabriele pour votre intervention et tous les éléments et les éclaircissements que vous avez pu nous apporter aujourd'hui sur l'arbitrage accéléré. Donc voilà, je vous invite à passer à la salle d'accueil. On a aussi un petit déjeuner, prendre un café. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Stéphanie et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup.